Bonjour, enfin je crois que je vous ai pour la plupart salué, mais bonjour et merci d'être avec nous. Je vais essayer de répondre à une question redoutable et à la fois personnelle que me pose régulièrement ma maman, qui est mais finalement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites à Salesive Civilisation? Et j'avoue que depuis 30 ans que je chemine et dont maintenant j'ai l'honneur d'en être le directeur, c'est une question à laquelle il n'est pas si facile que ça de répondre simplement et en quelques mots. Au-delà des mots, on peut dire think tank tourné vers l'action, laboratoire d'idées et d'action, tout ça est vrai, mais ça n'épuise pas le sujet. Donc le choix que nous avons fait avec le conseil d'administration, le comité d'orientation, c'était de dire que finalement ce qui allait mieux parler pour nous, c'était de lister ce qu'on avait fait, et puis de montrer comment aussi cette structure, parce qu'elle a évolué dans le temps, il y a à la fois une cohérence qui est gardée depuis le début, mais aussi elle s'est complexifiée aussi, ou en tout cas elle a essayé de s'adapter, on a essayé avec nos responsables, les équipes qui se sont succédés dans le temps, de mettre en œuvre et de créer les lieux, les dispositifs, les concepts, les solutions pour avancer sur les sujets auxquels les mondes agricoles, alimentaires, et puis ces questions de ruralité auxquelles ils ont été confrontés. Voilà. Donc, en petits mots d'intro, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris tous les items sur lesquels nous avions travaillé depuis 30 ans. Alors, j'espère de la façon la plus exhaustive, il doit manquer quelques éléments. Donc, on a fait comme on aime bien faire à Sol et Civilisation aussi. D'abord, donc, on part de cette réalité, on essaye de voir concrètement sur quoi nous avons travaillé. Ensuite, on a mobilisé l'expertise et on a interrogé quelques personnes qui ont cheminé ou qui ont été à Sol et Civilisation pendant ces 30 ans. Alors, on a fait en vidéo, mais ça nous a permis aussi d'avoir un regard de ce qu'était Sol, de ce que ça pouvait apporter et de comment les personnes qui travaillaient avec nous voyaient notre structure ou cette structure avec laquelle ils ont travaillé. Et puis, un peu de temps de réflexion collective aussi. On a travaillé un peu en CO. Il y a eu un petit groupe de travail aussi qui s'est constitué à nos côtés pour voir des lignes de force qui pouvaient se dégager de ces 30 ans, des verbatims qu'on avait, des éléments qu'on avait. Donc, je vous remercie. Il y avait Dominique, Vielle, Michel Mollard et Philippe Dubief qui ont bien voulu consacrer un peu de temps pour réagir à ce qu'on pouvait présenter. Et donc, de tout ça, on en a fait une synthèse. Alors pour partie subjective, avec l'équipe actuelle, pour porter un regard rétrospectif sur ces 30 ans. Et donc l'idée, c'est de découper en 3 grandes décennies, puis d'amener à la fin quelques éléments de conclusion de 3 grandes décennies de la vie de Sol et Civilisation et de ce qui s'est constitué finalement au fil du temps dans cette structure. Voilà. Donc on commence. Donc je vais faire la première décennie, Élise fera la deuxième et Camille la troisième. Voilà. Alors là, je vais être au début, je vais juste lire. Donc, au début, les 10 premières années, nous, tel qu'on le relit, ça a été la consolidation d'une intuition. Alors, d'une intuition forte qui était née, des gens qui ont fondé Sol et Civilisation. Je le redis en quelques mots, des responsables agricoles qui se questionnent très profondément sur la façon dont sont en train d'évoluer plus que l'agriculture, mais nos sociétés, et qui souhaitent... là aussi, au-delà des questions purement agricoles, défendre l'idée d'un monde rural et d'une ruralité comme un pôle d'équilibre de nos sociétés de plus en plus urbaines. En tout cas, c'était des façons de le présenter à l'époque. Et avec l'idée que la ruralité, finalement, peut aider, du moment qu'elle est encore vivante, qu'elle est encore reconnue, peut être une façon de reconstruire de nouveaux équilibres dans des sociétés en mutation profonde. Alors, je sais bien que ça peut paraître un peu... c'est comme ça que je le résume, mais il y avait une ambition profonde. Et cette ambition, tout de suite, elle a été partagée très largement, on va dire, avec les Français, avec 2 grands événements. Il y a eu donc le Dimanche des Terres de France, où les ruraux sont montés à Paris, auxquels 300 000 personnes ont participé. Et d'après ce que j'ai compris, personne ne savait bien éventuellement dans quel sens ça allait tourner. Il y avait la rénovation de la PAC à l'époque qui posait plein de questions. Et finalement, ça a été un accueil très chaleureux et qui a donné du coup une force et une impulsion à cette initiative venue du monde agricole et rural. Et puis il y a eu un deuxième temps, quelques semaines ou quelques jours après, dans un grand établissement parisien où sont réunis une cinquantaine de très hauts responsables pour la plupart politiques français, de tout parti, et qui, eux aussi, ont validé, on va dire, les fondements de ce qui était en jeu à Sol et Civilisation et de cette importance d'avoir un lieu à l'initiative du monde rural, mais très ouvert à d'autres acteurs,
et pour questionner, pour travailler des questions qui concernaient la société dans leur ensemble. Donc j'ai envie de dire une validation par le grand public, par des hauts responsables, et puis dans la foulée naît cette structure. Donc les 10 premières années, nous on a consolidation du nature. Ah pardon, je ne l'ai pas lu du coup, excuse-moi. Quoi étayer, affiner les intuitions initiales, on va en dire quelques mots. Des sujets clés comme l'altérité rurale, le territoire, décloisonner, c'est-à-dire sortir aussi que du monde agricole, aller vers d'autres acteurs, décloisonner en horizontal dans le territoire, mais aussi décloisonner en se reconnectant avec d'autres démarches et initiatives au niveau international, et en particulier par RED, l'humain, et puis toujours l'humain, replacer, Raymond Lacombe l'a dit, replacer l'humain au cœur des débats, de tous les débats. Face à cette situation peu évidente, remettre l'homme pour bien penser et réfléchir les sujets d'avenir. Et puis la façon de les aborder, ouvrir des espaces où partager son propre vécu, ensemble, mieux comprendre et décrire les enjeux. Donc comment on se constitue aujourd'hui? On voit, pour nous, c'est la constitution de ce qu'on a appelé aujourd'hui, avec le recul, un pôle réseau et débat autour de ces questions-là. Alors, très rapidement, ce qu'on peut faire là, c'est par exemple l'organisation d'événements. Donc il y a eu des assises pendant tous les ans, qui ont un peu moins ces 2-3 dernières années, mais on reprend ça avec nos 30 ans. Des rencontres locales aussi, des groupes de travail thématiques et territoriaux pour affiner, travailler des sujets, des publications, des lettres très régulières, la rédaction de livres ou de chapitres dans des ouvrages pour partager des idées, et puis des interventions dans des événementiaires pour faire passer là aussi des idées ou échanger avec d'autres. Donc voilà, on a essayé de retracer alors on n'a pas tout mis, et il ne s'agit pas je ne vais pas tout vous lire, n'ayez crainte, mais l'idée c'est de dire, de 91 à 2000, quand on va dans la base de données ou quand on essaie de remettre tout, qu'est-ce qui se joue au travers de la consolidation de cette intuition? C'est évidemment je dirais 2-3 grandes choses. D'abord, ça a été de remettre la question de la ruralité sur le devant de la scène. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça nous paraît quelque chose qui paraît gagné ou d'une évidence, mais ça n'était pas le cas à l'époque. Et donc, ça a été de créer un lieu, un espace pour reparler de ces enjeux-là, de les mettre en valeur un certain nombre d'expériences positives qui pouvaient se faire dans le monde rural, et puis de travailler aussi à qu'est-ce qu'il y avait derrière ces questions-là, qu'est-ce que c'était que ces mutations qui étaient en train de se jouer, etc. Donc vous voyez les thèmes, la nécessité d'engager la revitalisation rurale, terre des hommes, vivante, les besoins d'un développement rural, etc., etc. Enfin, vous voyez, des sujets très profondément marqués pour faire réexister, reparler, rééchanger, créer un réseau autour de ces enjeux-là, parce qu'encore une fois, cette ruralité est en train de disparaître des radars. Peut-être pas dans la réalité, mais en tout cas au niveau des grands enjeux. Donc voilà. Et puis donc l'idée aussi, c'était de mettre en avant, comme je vous l'ai dit, des initiatives réussies et d'essayer de petit à petit mieux expliciter ou mettre des mots vers quelque chose qui n'est pas si évident que ça, c'est que cette altérité rurale, c'est-à-dire une façon un peu complémentaire de penser et d'envisager l'avenir à partir du moment où on est ancré dans un territoire, dans un sol, qu'on pense y déployer dans le temps aussi son activité, en particulier pour le monde agricole à partir des richesses naturelles, mais des autres acteurs aussi. Et qu'est-ce que ça pouvait apporter à nos sociétés qui étaient de plus en plus hors sol, quelque part, pour mieux penser et faire ces civilisations demain, et comment mieux penser les évolutions. Je voulais dire 2 mots. Alors, on dit altérité rurale. Alors, des fois, on contracte ça en ruraltérité. On aime bien essayer de créer des trucs, des fois. Et c'est pas facile à expliquer. Alors, je vais dire juste un élément ou une anecdote, mais qui ne peut évidemment pas épuiser le sujet. C'est que, alors, c'était un peu plus tard. On avait fait des assises sur la santé en campagne. Et il y avait quelqu'un qui était venu expliquer comment il avait mis en place, un élu local, comment il avait fait toute une démarche dans son territoire qui l'avait conduit à créer les maisons de santé. Et ça devait être une des premières, ou si ce n'est la première maison de santé qui était en France. Et puis il y avait quelqu'un de l'administration qui était dans la salle, pardon Dominique, et qui avait dit « Ah ben très bien, très bonne idée, c'est extrêmement intéressant, il faut absolument qu'on mette en place des dispositifs pour généraliser, faciliter, financer, généraliser ces maisons de santé. » Et donc l'élu qui était là avait dit « Bah oui, alors c'est très bien d'avoir des grandes politiques publiques, c'est très bien d'aider, mais il avait dit « Est-ce que vraiment c'est la bonne solution partout ?» Nous, on a écouté, on a discuté, on a vu quels étaient nos enjeux, nos problématiques, les personnels de santé, les besoins dont on avait, le bourg rural qui était dévitalisé, on avait un bâtiment, etc. Et finalement, en écoutant, en croisant tous ces regards, finalement, on s'est dit que la meilleure des solutions chez nous, c'était de faire une maison de santé. Mais il a dit, est-ce que finalement, est-ce que c'est la solution universelle et valable en tout temps et en tout lieu ?
Et donc je pense que, encore une fois, sans épuiser le sujet, ça illustre un peu ça, entre une pensée très universelle, qui va déployer des solutions valables pour tous, et puis cette idée de co-construire les choses, et bien, là, il y a là une façon complémentaire de penser les choses, et de grande valeur. Voilà. Je vais maintenant vous présenter la seconde décennie de Sol et Civilisation, donc de début 2001 à début 2011. Vous allez voir que cette seconde décennie se place véritablement dans la poursuite de ce que Didier a présenté juste à présent, puisque en fait, cette décennie, si on la résume à gros traits, c'est celle de la mise en place, de l'émergence d'un accompagnement d'acteurs et d'actrices dans les territoires, en particulier dans les territoires ruraux. L'idée, c'est vraiment si je prends la formule de Michel Ledru, qui a longtemps présidé Sol et Civilisation, et en partie sur cette décennie-là, l'idée, c'est de les aider à réfléchir à la meilleure façon d'avancer. Autrement dit, avec le titre qui apparaît là, comment passer du problème au projet ? Donc pour ça, en fait, ce qui s'est passé à Sol et Civilisation, enfin les mots qu'on pose aujourd'hui, c'est finalement de dire qu'il y a un second pôle d'activité qui a émergé, celui des interventions spécifiques. Interventions au sens de aller concrètement, physiquement dans les territoires, écouter les gens et les accompagner dans un changement. Et spécifique parce que l'idée, c'est bien de partir de ces personnes et de leur propre situation, de leur propre territoire. Donc auprès de ces acteurs en situation, l'idée c'est bien de mieux comprendre ce qui se passe et de les accompagner à innover en fait en milieu rural. Alors innover pas uniquement au sens technique ou technologique du terme, mais innover aussi en termes d'organisation, en termes de relations entre acteurs, de relations aux vivants, à ces sujets-là, et aussi pour faire émerger des projets ou des idées nouvelles qui ne préexistaient pas forcément avant. Donc les sujets clés de cette décennie, c'est ceux de la gestion du vivant, donc j'y reviendrai, au sens de prendre en charge ce qui vit sur un territoire et ce qui y contribue, avec une approche évidemment qui est en lien avec ce vivant, qui est une approche de la complexité, une approche par la systémie. Par la systémique, c'est-à-dire de considérer avant tout ce qui fait interaction entre les personnes, entre les êtres, entre les systèmes. Une clé, en fait, pour aborder ces sujets-là, c'est de mieux prendre en compte le vivant dans les territoires. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de se dire que cette question de comment est-ce qu'on prend en charge effectivement et potentiellement le vivant, c'est une porte d'entrée finalement face à des enjeux complexes de notre civilisation, à la fois complexes et multi-acteurs, puisqu'ils concernent à la fois des acteurs publics, à la fois des acteurs privés, des associations, des représentants de l'État, collectivités territoriales, etc. etc. Merci. Donc pour présenter les activités de Sol et Civilisation pendant cette seconde décennie, je vais en particulier faire un focus sur ces fameuses interventions spécifiques, mais pour autant, avant d'y arriver, vous allez voir que les activités qu'a évoquées Didier de toutes les 10 ans qui avaient précédé, donc toutes ces activités qui consistent à participer à la vie des idées, en fait, elles se poursuivent évidemment et elles constituent un socle à l'enrichissement de ces interventions. Donc deux diapositives pour vous présenter l'ensemble de ces projets. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est sur la première notamment, de voir qu'en fait, il y a 3 dynamiques qui concourent petit à petit à faire émerger ce pôle des interventions spécifiques. La première dynamique, c'est celle de la poursuite des réflexions autour du vivant, autour de sa prise en charge. Donc tous ces sujets qui sont encore d'actualité aujourd'hui, avec une entrée encore plus territoriale. Par exemple, en 2002, le thème des 12e assises était le suivant, l'Europe à 25, quel devenir pour les territoires ruraux? Donc avec cette idée de croiser à la fois un enjeu à un niveau international avec qu'est-ce qui se passe dans le territoire concrètement jusqu'au niveau local. Autre exemple, en 2005, les 14e assises intitulées « La société face aux problèmes du vivant, quelle prise en charge pour demain ?» La deuxième dynamique qui se poursuit, c'est celle qui consiste à dégager des éléments généralisables dans l'action.
sur la base en fait de ce qui est accompagné et compris dans les territoires. Alors sur la base de ce qui fonctionne, mais pas seulement, aussi sur la base des difficultés qui sont vécues et ressenties par les acteurs et les actrices des territoires ruraux. Donc là, par exemple, 2 groupes de travail témoignent de cette dynamique-là. 2001, le groupe de travail de Toulouse sur conditions et moyens du développement économique dans les territoires ruraux. Et en 2004, à partir de 2004, le groupe de travail gestion du vivant, comment s'aborde et se gère les problèmes de nature complexe dans les territoires. Donc première dynamique, on poursuit la réflexion. Deuxième dynamique, on essaie de voir est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut capitaliser pour l'action. Et troisième dynamique, c'est véritablement celle de l'investissement à la fois de concepts, mais aussi de méthodes, d'outils, de processus pour en fait aider, accompagner ces acteurs et ces actrices dans les territoires. Les accompagner à s'écouter, à se comprendre, à agir ensemble, à co-construire petit à petit des réponses depuis leur territoire. Donc c'est vraiment en fait des allers-retours entre le concept et la pratique pour apporter des réponses à la question comment agir dans la complexité. Donc là, évidemment, je pense à l'importance de la rencontre avec l'approche patrimoniale dans cette dynamique-là. D'autres approches aussi, prospectives par exemple, ou d'autres outils du développement territorial. Et puis je pense évidemment aussi à toutes les réflexions et tous les échanges qui ont lieu autour de la notion de complexité, autour de l'approche systémique, autour de l'approche stratégique aussi, qui sont à la fois si différentes et si complémentaires d'une approche scientifique ou d'une approche plus cartésienne, on va dire. Donc là, j'avais envie de vous citer, pour illustrer ça, et notamment la notion de complexité, vous citer quelques mots de Raymond Lacombe, alors qui sont un tout petit peu antérieurs à cette décennie, parce que c'est des propos extraits du manifeste fondateur de 98, mais en fait, évidemment, ça nous porte encore aujourd'hui. Il écrivait « La complexité est une caractéristique fondamentale de nos sociétés contemporaines ». Et puis, il en dresse les 3 piliers qui caractérisent cette complexité. Le premier pilier, ce sont les interactions croissantes entre les activités humaines, et j'ajouterais évidemment interaction aussi avec les activités non humaines, si on peut parler comme ça. Le deuxième pilier, c'est la multiplicité des acteurs concernés, des acteurs en présence. Et le troisième pilier, ce sont les incertitudes majeures face auxquelles nous place la complexité. Et il ajoute, or, aujourd'hui, les décideurs sont peu armés pour comprendre et agir dans un tel univers. La gestion du vivant semble être une des rares voies réalistes pour aborder la complexité. Autrement dit, se poser la question de comment est-ce qu'on prend en charge ces réalités du vivant, la qualité de l'eau, la qualité de la biodiversité, les questions évidemment agricoles, de dynamique agricole, de développement local, etc., sont finalement une façon de traiter ces sujets complexes de société. Donc ces 3 dynamiques que je vous ai présentées, elles concourent finalement de façon assez naturelle à ce que, au cours de cette décennie-là, se structure ce pôle d'intervention spécifique, toujours au service des acteurs. Et ça ressemble à quoi ? Ça ressemble aussi à l'émergence finalement d'une fonction qu'on appelle encore aujourd'hui la fonction de facilitation stratégique pour accompagner ces initiatives et ces innovations dans les territoires ruraux. Donc il y a véritablement la montée en puissance comme ça de ce métier en fait de facilitateur et facilitatrice stratégique. Pour terminer là-dessus, vous présenter encore quelques petits exemples de projets, parce qu'en fait il y a un peu eu 2 temps finalement dans ces interventions spécifiques. Un premier temps où en fait il s'agissait davantage d'accompagner les acteurs à comprendre et identifier les conditions de leur accompagnement. Comment est-ce qu'on les accompagne pour aborder ces sujets-là ? Donc, par exemple, en 2004, une intervention sur les conditions de mise en œuvre d'une dynamique de développement local en Tunisie, qui peut illustrer ce premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, toujours en passant par les acteurs, l'idée c'est vraiment de les accompagner à faire émerger des voies d'amélioration de leur prise en charge du vivant. Donc par exemple également en 2004, une intervention pour une agriculture durable dans les territoires du monde, ou en 2005 un diagnostic du système de santé du pays de Chaumont. Et enfin, je veux bien que tu passes la dernière slide. Ah pardon, on y est déjà, excusez-moi.
c'était pour vous présenter en fait éventuellement d'autres interventions intéressantes. 2007, une démarche prospective avec les organisations professionnelles françaises sur leur engagement dans la coopération agricole à échelle 10 ans. 2008, lancement de l'accompagnement de la coopérative ferme de Figeac, dont on a un représentant ici. 2008 également, la première intervention sur la gestion territoriale des emplois et des compétences en milieu rural, donc qui a aussi donné lieu à tout un tas d'interventions sur ce sujet-là. Voilà, projet CORE en Biélorussie sur la gestion de la radioactivité. Je m'arrête là, c'est pour vous faire état aussi de la diversité des sujets qui ont été accompagnés. Et je passe la parole à Camille qui va vous présenter la 3e décennie. Donc 3e décennie pour accompagner un changement d'échelle. C'est-à-dire que des thématiques qu'on a travaillées depuis 20 ans, qui étaient pour certains des signaux faibles, tout d'un coup sur cette dernière décennie commencent à prendre de l'ampleur dans le débat public. Donc on l'a dit, la première décennie c'était vraiment plus le champ de l'idée avec la consolidation d'une intuition. La 2e décennie, c'était plus le champ de l'action, de l'accompagnement à l'action en repartant des acteurs. Et cette 3e décennie a finalement fait un petit peu le lien entre ces deux champs avec le déploiement et l'enrichissement de compétences, des compétences nouvelles nécessaires pour accompagner les acteurs, donc les interventions évoquées, accompagner les acteurs à aborder seuls et ensemble les complexes les problèmes complexes et systémiques, donc là, facilitation stratégique, commun, co-construction, mais aussi des compétences de recherche. C'est donc la 3e couche là, vraiment du millefeuille qui est seul aujourd'hui. La structuration d'un pôle recherche-intervention qu'on appelle désormais R&D formation, pour à la fois explorer des nouveaux thèmes, des nouveaux horizons, des approches, défricher. Si vous travaillez avec nous, vous savez que c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Donc en gros, ça c'est vraiment de la R&D, mais dans le champ de l'innovation humaine, finalement. Mais aussi produire de la connaissance. Produire de la connaissance à partir du vécu des acteurs en situation qu'on accompagne, ce qui permet de valoriser et d'une certaine manière un peu légitimer ou relégitimer l'expertise empirique des acteurs, autant que l'expertise scientifique, finalement, au sein de la société. Donc ça, comment on a ce pôle R&D formation est constitué de projets de recherche R&D, rédaction d'articles scientifiques, des thèses, des formations pour transmettre aussi ce savoir et ce savoir-faire, et des interventions dans des colloques académiques. Ce que la structuration de ce pôle a permis. À l'instant, je parlais de valoriser et légitimer l'expertise des acteurs en situation. C'est finalement le titre de cette journée ou demi-journée, les voix du rural, autant que l'expertise scientifique. Alors on voit bien qu'il y a eu des prémices de ça dans la décennie précédente, notamment avec la thèse de notre actuel directeur, Didier Christin, qui a débuté en 2008-2009 autour de la gestion de l'eau. Ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait quantité de publications scientifiques sur la gestion de l'eau du point de vue des politiques publiques, mais quasiment rien sur les façons dont les acteurs s'organisent depuis des millénaires pour gérer en commun l'eau dans les territoires. D'ailleurs, alors ça c'est, je ne sais pas si mon directeur adhère à ça, c'est ma relecture, mais dans la période pré-industrielle, c'est vrai que la plupart des conflits autour de la gestion des ressources finalement étaient négociés, enfin se gérer par la négociation de manière localisée par les acteurs concernés. À chaque localité, sa situation adaptée, développée de fait en co-construction. Après, je ne dis pas que c'était mieux avant, c'était pas ça l'idée, mais il y avait quand même une façon de faire qui a été un petit peu gommée au XVIIIe siècle avec l'arrivée à la fois dans le champ de l'action, on va dire, l'industrialisation, massification de la production, le vivant devient plus que jamais une ressource pour cette production, et dans le champ de l'idée, les Lumières, où là on voit le triomphe de la raison, qui est considérée comme universelle, et donc toutes les autres formes de connaissances, finalement, empiriques notamment, les autres façons de penser et d'agir qui ne sont pas par la science, par la raison, sont un petit peu rejetées dans l'ombre par ces Lumières, et un petit peu dévalorisées. Et désormais, la gestion de ressources comme l'eau, aujourd'hui, se fait beaucoup par la norme,
qui est bien souvent déterminé, pas toujours, mais la plupart du temps depuis Paris, et donc pas toujours adapté partout. Voilà. Donc mieux faire vivre les voies du rural, c'est aussi sortir ces modes de pensée et d'action ruraux de l'ombre, leur redonner droit de cité dans cette pensée un petit peu universaliste, grâce au développement de la recherche. Donc l'idée, c'est vraiment de produire de la connaissance, mais à partir du vécu des gens. Pas des grandes théories, on repart toujours du vécu des gens en situation. Et alors après, bien sûr, la connaissance qu'on produit à partir de ce vécu vient nourrir l'action produit de la connaissance qui sert l'action. Enfin, ça se nourrit évidemment. Non, toujours pas. La structuration de ce pôle a aussi consisté à enrichir d'autres approches, d'autres concepts, d'autres méthodes qui se multiplient en ce début de XXIe siècle pour toujours mieux comprendre et les enjeux et accompagner l'action. Donc vraiment sur cette décennie, au niveau des compétences, on s'est enrichi, on a hybridé des thématiques, mais aussi des façons d'agir. Donc pour toujours mieux accompagner l'action, des savoir-faire, des savoir-être. Et on a commencé aussi à former pour pouvoir transmettre ces savoirs et savoir-être et savoir-faire le plus largement possible pour toujours mieux aider les gens à comprendre et agir ensemble face à la complexité. Voilà. Donc pendant cette décennie, on a aussi renforcé notre capacité d'intervention avec de la facilitation stratégique, de la prospective toujours, pour mieux se projeter ensemble. On a continué à accompagner des gens dans les territoires. En 2012, alors maintenant on est passé, mais un projet autour de VIAS sur l'adaptation au changement climatique. En 2015, là, vous voyez par exemple la chlordécone, la question de la chlordécone en Guadeloupe pour améliorer les conditions de vie dans un territoire fortement contaminé par un insecticide. En 2016, Témoin, qui était un projet autour des renouvellements des générations en agriculture. 2019, Territoire apprenant, mieux comprendre et accompagner les possibilités d'évolution de chacun en matière de compétences et d'emploi au service à la fois des individus et des territoires. Je salue Yang, qui est ici. Donc voilà, donc on a continué évidemment cette approche plus à partir du territoire, mais on a aussi commencé de plus en plus à accompagner des structures nationales ou régionales dans leurs réflexions, orientations stratégiques sur ces enjeux que nous travaillons depuis nos débuts. Donc en 2014, un accompagnement de l'AGPM sur les relations filière maïs-société, par exemple. En 2015, Passion céréales sur la communication de sens. En 2017, l'accompagnement de l'Union des agricultrices wallonnes, une démarche prospective, mais aussi une intervention pour la PCA pour développer et dynamiser les territoires. 2018, la démarche prospective Culturible, que beaucoup d'entre vous connaissent, pour les 4 associations spécialisées grande culture. Voilà, la FNCG aussi. En 2019, le début de l'accompagnement stratégique d'Intercéréales, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et aussi un accompagnement, ou en tout cas un partenariat avec la Fondation Avril. Donc ça, c'est pour les acteurs agricoles et du monde plutôt agricole et alimentaire, mais aussi d'autres acteurs du vivant et des territoires, comme l'Union nationale des CPIE. Je salue Brigitte. Aussi le réseau des parcs naturels de France, des PNR, l'ARS Martinique sur la territorialisation des politiques santé-environnement, la facilitation en 2013 de la régionalisation du scénario AFTER 2050 de Solagro. Enfin bref, on a donc du coup vraiment poursuivi, mais avec cette approche plus nationale, qui nous pose plein de questions, qui est très riche. Donc en somme, sur cette décennie, nous avons développé les savoir-faire du « et », donc sol et civilisation, au croisement de l'idée et de l'action, du local et du global, de la raison et de l'intuition. Et cela est à l'image finalement de ce que nous sommes toujours plus. On investit, on cultive un petit peu les interfaces pour aider à mieux faire germer des solutions. Je repasse la parole à mon directeur pour la conclusion. Alors quelques mots, mais pour terminer, un peu transversaux, ou pour relire un peu
de façon transversale quelques enseignements de ces 30 ans. Alors une structuration en millefeuille, comme on a essayé de vous le dire, en fait c'est aussi un peu au gré des événements, mais aussi des enjeux, des façons de traiter. À Sol et Civilisation, on a développé différentes fonctions pour essayer de mieux comprendre et de mieux agir sur ce qui était en train d'arriver à nos sociétés, et en particulier sur les enjeux agricoles, alimentaires et ruraux. Et donc ça se voit très bien quand on regarde le nombre d'items, 93%, on va dire, c'est comme on les range, sur la première décennie, constituait vraiment des questions plutôt de réflexion, d'idées, de groupes de travail, etc. Et puis on voit apparaître des interventions sur la deuxième décennie, à peu près un quart des items. Alors, il faut se méfier, les items, c'est juste les intitulés. Il y a un item a peut-être demandé 6 mois de boulot, là où un autre en a demandé 2 jours. Vous voyez, peut-être que l'intervention à un colloque est au même niveau là qu'une démarche qui aurait pu durer 6 mois. Mais c'était pas l'idée de quantifier ça, c'était de se dire, voilà, les types de sujets qu'on a traités. Et puis on va apparaître en 2011-2021, sur cette troisième décennie, un certain nombre de sujets sur ces questions plus de R&D, telles qu'on les appelle, je leur dirais un petit mot. Et on voit s'équilibrer à peu près 3 pôles qui nous paraissent, nous, en tout cas, et c'est un des enseignements qu'on voulait partager avec vous sur ces 30 ans, cruciaux pour essayer justement de comprendre et d'accompagner ce qui est en jeu, c'est-à-dire pouvoir à la fois repartir des personnes, des intuitions, mettre en débat, réfléchir, et ne pas avoir de solutions toutes faites ou des façons prêtes à penser un peu ce qui est en train d'advenir, des capacités à accompagner les acteurs à notre niveau, évidemment, c'est pas nous qui sommes à l'action directement, mais des acteurs qui sont confrontés à ces mutations, parce que c'est aussi dans l'action qu'on comprend mieux ce qui se joue, et puis on espère aussi, avec ce qu'on a développé, pouvoir aider sur une parcours du chemin, et puis l'idée de se dire comment on capitalise un peu sur tout ça aussi, comment on capitalise, comment on s'enrichit d'autres approches, comment on le diffuse, et donc il nous semble important aussi d'avoir ce troisième pôle-là, et donc les trois nous paraissent essentiels. Oui, s'il te plaît. L'idée du réseau, évidemment, pour traiter tout ça, et on vous l'a dit, Sol, c'est absolument un lieu où viennent se rencontrer, échanger, travailler différentes personnes et différents pour croiser les regards. Alors là, on n'a pas tout mis, mais voilà un peu une rosace de personnes ou d'institutions avec lesquelles on a eu à travailler. Et donc, évidemment, les organisations agricoles, à la fois locales ou nationales, mais aussi les pouvoirs publics, qui sont des acteurs clés aussi, tout le monde est un acteur clé finalement sur ces questions-là, dans ces changements qui sont à l'œuvre. Donc là, on a vu là aussi les communautés de communes, puis ça peut être l'État, etc. Et puis, on a mis quelques acteurs du monde associatif avec lesquels on a pu travailler. Et puis, on pourrait faire un peu la même chose sur les autres pôles. Et c'est bien de ce croisement des regards aussi, qui nous paraît crucial pour avancer et encore une fois, pouvoir aider à mieux comprendre et agir sur ce qui est en train d'advenir. Des exigences fortes aussi, on l'avait dit un peu au début, et c'est juste pour retracer, c'est prendre le temps. Il nous semble qu'il est essentiel aujourd'hui par rapport à ce qui est en jeu d'avoir des lieux. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, on sent bien, et on le découvre aussi ici, il faut aussi des fois pouvoir agir très vite, être très réactif sur un certain nombre de sujets, mais il nous semble aussi très important d'avoir des lieux ou des dispositifs où on puisse prendre un peu le temps pour, là aussi, prendre le temps de bien réfléchir pour ensuite pouvoir agir vite et bien. Donc, par exemple, si on prend un exemple très précis des relations ville-campagne, qui est un sujet qui nous a animés, on voit que les premières assises, même si c'était des réflexions qu'il y avait avant sur ce thème-là, sont en 96, et puis on voit en 2009, accompagnement de projets leaders dans la plaine de Versailles, comment on essaie de travailler ça différemment, en 2014, 2015, et puis jusqu'à 2021, où Laetitia Vérard, qui était chez nous, a soutenu une thèse sur ce thème-là. Voilà. Rester à l'écoute des signaux faibles, on a mis, et aborder de nouveaux sujets. Donc, vous voyez bien, à Sol et Civilisation, c'est pas tant des thématiques particulières, même si on a un angle qui traite, mais c'est aussi une façon d'aborder les choses, plutôt, et une approche. Donc, on voit qu'on a traité des sujets comme les contaminations radiologiques, la durabilité des filières, le dynamisme territorial, le développement économique, la gestion de l'eau, des relations ville-campagne, mais aussi la façon d'agir et de s'y prendre pour essayer de mieux agir sur la posture et les compétences de la facilitation, etc., etc. Je ne vais pas tout détailler, mais en tout cas, à la fois les deux pieds, c'est à la fois des thématiques diverses, mais aussi de comment on les traite et comment on peut mieux apprendre de la façon de les traiter et d'apporter des réponses adéquates. Et puis, vous le savez, pour ceux qui nous connaissent un peu mieux, micro-macro-systémique. Donc voilà, alors là, c'est pareil pour montrer comment ces questions-là sont très transversales dans le temps, enfin en tout cas sont creusées dans le temps.
97 pour une planète vivante, des hommes responsables sur leur territoire, voilà, comment on est acteur du monde là où on est, du local au mondial en 99, et puis ce thème très fort de la subsidiarité aussi qui a été travaillé, creusé, alors qui venait qui avait été travaillé ailleurs, mais qui a été un mot repris justement pour comment on est ensemble, on co-construit ensemble, ou on travaille ensemble, co-construire c'est peut-être pas le mot, mais depuis là où on est, mais aussi à construire les équilibres du monde. Voilà, l'Europe à 25, etc. Puis on voit 17e assises, 2008, évolution, révolution agricole, quel devenir pour les agriculteurs et les territoires du monde. Donc on a toujours cette idée de travailler des sujets depuis les territoires, mais pas un territoire qui enferme, mais qui justement ouvre sur les enjeux du monde. Des crises mondiales aux solutions territoriales, en 2010, vous voyez, on est quand même assez constant sur nos marottes. Et puis l'approche centrée, oui, alors là c'est en 2017, l'approche centrée sur la personne, c'est aussi de développer des approches où comment on peut aussi accompagner des fois plus à l'échelle individuelle ou de chef d'entreprise pour justement mieux appréhender ces situations, ces évolutions auxquelles il peut être confronté. Voilà, donc après, vous voyez, on les a mis, la territoire, vous savez, on peut parfois même jusqu'à vous saouler avec ces mots-là, la complexité, les approches systémiques, enfin voilà, tout ça, des mots qui sont importants et qui structurent nos réflexions et nos actions. Et puis, pour illustrer là aussi combien il nous paraît important de pouvoir mobiliser différentes façons d'aborder les mutations ou les changements en cours, on vous a pris là sur un thème, alors qu'a plus travaillé Yang, sur le développement territorial, les emplois, les compétences, les ressources humaines, comment ce millefeuille se constitue à plusieurs couches là aussi dans le temps. Alors 94, des assises sur les besoins du développement rural dans l'aménagement du territoire, donc on va parler de ces sujets-là. Et puis ensuite des groupes de travail avec des acteurs qui partagent leur expertise, leurs difficultés, les pistes d'amélioration de la situation, etc. Des démarches plus d'intervention ou d'accompagnement d'acteurs, comme les conditions de mise en œuvre d'une dynamique, là on en a parlé. La gestion territoriale des ressources humaines avec le groupe Purpan, donc des temps de réflexion, des temps de capitalisation, des temps de mobilisation de l'expertise des gens, des temps d'accompagnement d'acteurs qui souhaitent améliorer ces questions-là, et donc d'où les différentes couleurs, et puis la profondeur dans le temps entre des premières réflexions entre 1994 et puis la thèse soutenue par Yang, là aussi en termes de capitalisation, on peut dire comme ça, en 2018, et le programme Territoire apprenant qu'on vient de clôturer. Donc là aussi, pour vous montrer comment à la fois on essaye d'aborder des questions dans le temps et de croiser différentes approches pour être le plus à la hauteur possible avec nos moyens de ce qui est en jeu. Et puis donc, mais on l'a déjà dit beaucoup, alors je vais juste... voilà. Cette complémentarité d'approche vraiment nous paraît cruciale. Ce pôle réseau et débat, alors après on peut mettre un peu les mots, mais en tout cas la réflexion, de pas hésiter à être dans le champ des idées, de voir comment cette question de l'altérité rurale est questionnée, qu'est-ce qu'elle peut apporter, quoi elle peut s'enrichir de d'autres approches, d'être dans le champ de l'accompagnement ou de l'action, donc d'accompagner des acteurs confrontés à des changements, là aussi qu'est-ce qu'on peut en apprendre, et puis le temps de la prise de distance finalement sur tout ça, de confronter à la fois ces idées, ces actions et de pouvoir capitaliser et puis informer, diffuser des enseignements. Voilà. Alors je dirais que sur chacun des pôles en soi, on n'est pas très bon. On n'est pas des spécialistes de la communication et de la formation, on n'est pas des spécialistes de la R&D, on n'est pas des bureaux d'études un bureau d'études spécialisés, mais il nous semble que maintenir ce tout-là, cette cohérence-là dans le temps et le faire vivre pour traiter les sujets qui sont les nôtres, par contre, a d'un point de vue global une valeur intéressante.